4月のくせに春に行ねったっていう、え、もう夏がめの28度とか。L'impermanence est un concept clé du zen, qui regarde chaque jour comme le premier et le dernier. Le zen est l'une des voies spirituelles dérivées du bouddhisme, qui considère que toute chose, vivante ou non, est l'expression matérielle d'une force commune. Le zen invite à saisir le réel pour ce qu'il est, quelles que soient les façons par lesquelles il nous apparaît. Pour ce faire, le zen enseigne l'esprit méditatif qui consiste à porter une attention totale au moment présent. Dans le déploiement de la méditation, la recherche d'un silence absolu est vaine. Après tout, le monde est constitué de l'énergie de tant d'êtres vivants. C'est là la réalité du monde, qui est un monde mouvant, un monde imparfait. L'orientation juste pour apprécier la qualité spatiale des architectures japonaises est la position assise, posture intermédiaire du visiteur en méditation. Le zen a donné une interprétation nouvelle aux formes existantes, formulant des principes esthétiques renouvelés. La simplicité de la résidence japonaise traditionnelle résulte de nécessités pratiques dans un contexte de pauvreté. Le zen a seulement révélé la beauté inhérente à la simplicité de son expression matérielle, rendant par la même occasion le champ de l'esthétique accessible à toutes les strates de la société.
Ce concept libère l'homme de sa quête de perfection et redirige son attention sur le processus de sophistication plutôt que sur sa finalité. La résidence est un refuge temporaire pour le corps, comme l'est le corps pour l'âme. Rien ne justifie la nécessité de bâtir une maison pour l'éternité, capable de soutenir la véhémence des phénomènes naturels. Aussi, la décrépitude du bois exposé aux pluies et au vent est une expression sereine de la finitude de la matière. La voie du zen s'est développée en réciprocité avec la voie du thé. Lu Yu est le premier maître de thé de l'histoire. Il construit au 8e siècle avec ses pairs le premier pavillon de thé à Sanguiting, en Chine. Des moines bouddhistes venus du Japon étudient et rapportent la doctrine du 8e au 11e siècle. Dès lors, le thé est considéré comme une véritable voie spirituelle. Au fil des siècles, la préparation du thé redevient une activité banale, pratiquée par toutes les strates de la société. Le moine Murata Juko rétablit au XVe siècle la dimension spirituelle du thé et le moine Sennori Kyu définit au XVIe siècle la cérémonie du thé telle qu'on la connaît. Taoïsme, confucianisme et bouddhisme ont posé leur influence sur l'esprit de la cérémonie du thé.
C'est un espace-temps au sein duquel l'homme parfait sa relation à la nature et à l'univers. Se trouve une position harmonieuse au sein de la société et pratique la méditation qui le mène à l'éveil. L'harmonie se poursuit et agit sur les sens de l'homme qui se trouve purifié par le toucher des ustensiles, le goût du thé, le bruit de l'eau qui frémit, l'odeur de l'encens qui brûle, la vue de la calligraphie dans l'alcôve, du jardin au dehors. Tel un miroir, le thé reflète l'état intérieur de celui qui le prépare. Il devrait posséder un cœur pur, un cœur vide pour pratiquer la voie du thé. Son état émotionnel pose son empreinte sur la liqueur finale. La cérémonie du thé enseigne la réunion de l'esprit et de la matière. La pratique du thé est somme toute un acte aussi artistique que l'art de servir le thé est un acte pratique. Dans la cérémonie du thé, comme dans la pratique du zen, l'esthétique se limite à un rôle de support de la contemplation.
Une fleur dans un vase autorise l'imagination à se représenter le bouquet ou le champ auquel elle appartient. En d'autres termes, il y a toujours des fleurs pour ceux qui veulent les voir. Ainsi, la vie quotidienne est une expérience esthétique perpétuelle, dotée d'un engagement moral profond. Un adage souvent apparaît dans les maisons de thé. Sa pratique enseigne à saisir le moment présent et à le chérir avec soin. Cela implique aussi d'accepter que ce moment ne reviendra jamais plus.